passo per iscritto. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h, la psychanalyse pour tous. Le psychologue Joseph Agossi nous donne les clés pour comprendre les grands concepts de la discipline dans son manuel d'un psy décomplexé. Marie-Jo Arrigui-Landini, elle reviendra sur les grandes disciplines et spécialités qui sont nos esprits et ce sera notre focus. Marie-Jo, bonsoir. Bonsoir Caroline. Joseph Agostini, bonsoir. Bonsoir Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous revenez avec un nouvel ouvrage, un manuel d'un psy décomplexé, un livre qui veut rendre la psychanalyse compréhensible aux éditions en volume. Alors, est-ce que vous avez voulu vous libérer d'un poids? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre par décomplexé? C'est ça, je suis beaucoup plus assumé qu'avant, oui, absolument. Et fait votre coming out Oui, psychanalytique. C'est ça, mon coming out psychanalytique. Et c'est vrai que Manuel d'un psy décomplexé, j'avais envie de simplifier finalement une écriture qui se veut très complexe, parce qu'on va en profondeur, évidemment. On interroge les choses extrêmement graves de la psyché humaine. Mais mon pari, c'est effectivement de les interroger simplement, avec une écriture drôle, j'espère. On vous confirme, oui. C'est vrai, merci. C'est validé par... Drôle et pointu, je pense que c'est pas antinomique, je pense qu'on peut tout à fait être sérieux, grave, évoquer des choses profondes, tout en ayant un ton plus léger, en invitant les spectateurs finalement et les lecteurs doucement, quoi. La psychanalyse reste malgré tout nébuleuse pour les non-initiés? Je pense que la psychanalyse, c'est difficilement accessible quand on s'attaque aux grands textes, quand on lit Freud, quand on lit Jacques Lacan. Effectivement, il y a quelque chose d'hermétique, il y a une approche extrêmement intellectualisante. Mais finalement, ces gens-là ont parlé de choses qui nous concernent tous. D'abord, ils ont parlé de sexualité, mais ils ont aussi parlé de société, ils ont parlé des tourments de la société humaine. Et je crois que, donc, à partir de ce postulat, la psychanalyse nous concerne tous. Et tout le monde peut faire une psychanalyse. N'est-ce pas? À qui s'adresse ce manuel, Joseph Agostini? Il s'adresse au grand public, effectivement. J'espère toucher le plus grand nombre. Mais je pense que justement, à travers un manuel comme ça, ça permettra peut-être aux gens de comprendre que la psychanalyse n'est pas le privilège d'une élite intellectuelle. De quelques-uns. Absolument. Alors, vous nous donnez, dès le début de votre ouvrage, un élément de réflexion important, le mot-clé, c'est la simplification. La simplification du monde, des usages, des nouvelles technologies, et pourquoi pas la simplification de la psychanalyse qui est, malgré tout, un chemin long, complexe, parfois pénible. Oui, je crois que la psychanalyse, alors avant tout, c'est une pratique, avant d'être une science, c'est une pratique. Je pense que qui s'y frotte va comprendre très rapidement ce dont on parle. La psychanalyse n'est pas forcément quelque chose qui dure des années. Il y a des séances qui font analyse, il y a des moments d'analyse pure où de quelques minutes on peut entrevoir quelque chose de son inconscient à partir du moment où le transfert nous amène à ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur la psychanalyse, le fait que ce soit forcément long, abrupt, escarpé. Évidemment, on parle de la vie, de la mort, de l'intime, mais par moment, tout dépend de l'analyste bien sûr, mais tout dépend de la rencontre. Mais je crois qu'on peut aussi prendre du plaisir et on peut aller vers ce domaine-là, peut-être avec moins de peur, d'angoisse. Comment on choisit son analyste, justement ? Je crois qu'il faut en voir plusieurs pour décider. Moi, je préconise ça, je le dis souvent à mes patients. Effectivement, je pense qu'il faut en voir plusieurs parce que c'est une histoire d'amour, une analyse. Quand on rencontre son analyste, il y a quelque chose qui s'opère, ou pas d'ailleurs. Mais quand la rencontre est là, eh bien, c'est le transfert qui nous mène à ces choses-là. On ne parle pas d'amour, de sexe, de mort à n'importe qui. On livre pas son intimité quand on le sent pas, quand on sent pas la personne, le psychanalyste en face. Et je pense donc que quand ce transfert s'opère, alors là, c'est une vraie chance. Et je pense qu'il faut y aller à fond, effectivement, parce que c'est la chance de sa vie, comme une histoire d'amour. Et pourquoi on décide d'entrer
en analyse, d'entamer une psychanalyse? Est-ce qu'il y a des moments, des événements plus propices que d'autres, plus forts que d'autres dans une vie, qui font qu'on saute le pas? Oui, je crois qu'il y a effectivement des moments charnières dans la vie. Alors ça peut être évidemment quand on perd quelqu'un, hein. Là on est dans la peine, dans le deuil, et on a besoin, là on s'interroge vraiment sur ce qu'est notre vie, il y a une remise en question. Et pas forcément un deuil d'ailleurs d'une personne, ça peut être le deuil d'un métier, le deuil d'une époque aussi. Quand on vieillit, on a envie tout d'un coup de changer, on a envie que se remanie un peu notre vie et interroger notre vrai désir, notre désir authentique. C'est là qu'on fait une analyse. Mais il y a 1000, évidemment, voies qui mènent à l'analyse. Alors, vous connaissez peut-être ce film Paris de Cédric Klapisch, oui, avec une scène culte de Fabrice Lucchini qui entre en analyse. Et je vous propose de regarder un petit extrait. Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui? Pourquoi vous êtes venu alors? Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici, mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non? Pour faire quoi? Ben pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave? Combien je dois, docteur? Il y a un petit côté pathétique, non? Non. Tout est là, tout est dit. Oui, tout est dit. Je pense que c'est ridicule de faire une analyse, effectivement. Fabrice Lucchini a tout à fait raison. C'est ridicule, mais en même temps, il faut à un moment donné se frotter à ce qui nous paraît ridicule. La partie vulnérable de nous-mêmes, hein, évidemment, quand on rit, quand on pleure, quand on parle de choses parfois difficiles, douloureuses, on se sent ridicule. Et pourtant, parfois, c'est un passage obligé. Il faut se sentir petit, il faut se sentir faible, peut-être minable même, pour toucher une partie de soi et aller plus loin, aller dans sa vérité. C'est courageux d'entrer en analyse. Absolument, c'est courageux de se sentir ridicule. Oui. Mais excusez-moi, c'est toujours une démarche personnelle. Je dirais, est-ce qu'à un moment, un médecin peut vous dire « je vous prescris une psychanalyse » Non, c'est quand même pas comme ça que ça fonctionne. Non, je pense qu'on ne peut pas prescrire une analyse. Je pense qu'on ne peut pas prescrire de toute manière à quelqu'un d'être dans sa vérité. On se ment, on se trahit, la vie quand même est une tricherie généralisée, évidemment. Il y a une forme d'imposture, ne serait-ce que de dire « je » d'ailleurs, c'est une forme d'imposture, parce que l'unité du moi est complètement imaginaire. Ça, c'est la psychanalyse qui nous l'apprend. Évidemment que quand on se penche sur qui on est vraiment, on est étranger à soi-même. Et je pense que quand on fait une analyse, on assume cette étrangeté à soi-même. Et à ce moment-là, on est libéré, effectivement. On est décomplexé, peut-être. Est-ce que c'est le propre du patient en psychanalyse de nier l'évidence ? Je citerai évidemment Jacques Lacan, le maître de la psychanalyse en France, qui disait « les non-dupes errent ». Jacques Lacan, avec ce jeu de mots que vous aurez compris, les non-dupes errent. Je pense qu'il faut être, quelque part, il faut être dupe de soi-même un petit peu pour vivre, pour exister, pour dire « je ». Parce que si, effectivement, on n'est absolument pas dupe, alors on est fou, alors on est délié. Et peut-être donc en disant effectivement les noms du père, Jacques Lacan nous disait que les fous étaient dans leur vérité. Alors si on suit votre manuel, on se rend compte en fait que notre construction, notre vie se fait par déclic le jour où, alors c'est de la naissance à la mort, il y a des grandes étapes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes étapes qui scandent comme ça la vie de tout un chacun? Caroline, vous me demandez beaucoup. Alors oui, effectivement, il y a les grandes étapes de la vie de la vie psychique, qui nous concerne tous. Il y a l'enfance avec cette identification aux parents et ce qui se joue au moment de l'Oedipe, puisqu'il y a forcément quelque chose de l'identification à un des deux parents et de l'envie du sexe opposé ou du même sexe.
l'homosexualité, l'hétérosexualité, ça se joue peut-être là. L'adolescence, avec le remaniement identificatoire, avec cette envie d'assumer un désir, hein, parfois avec d'énormes résistances. Hein. C'est là d'ailleurs que l'organisation névrotique ou non va se dessiner. Et puis l'âge adulte où peut-être effectivement il y a cette rigidification de la structure de l'organisation, puisque plus le temps passe, plus effectivement les choses se précisent. Plus ça va, plus c'est difficile de changer. Peut-être aussi, mais je crois qu'on peut changer à tout âge et je pense que l'organisation psychique est malléable et souple. Hein. Il y a une souplesse psychique et heureusement l'être humain est ainsi fait qu'on peut changer même à de grands âges. Alors, parfois, une image vaut 1000 mots et vous avez collaboré pour ce manuel avec un illustrateur, Jean-Luc de Antony. Comment s'est passée cette collaboration? Est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous attendiez sur les thèmes à illustrer ou pas? Alors c'est Jean-Luc qui m'a proposé les dessins, hein, et c'est moi qui ai écrit donc les bulles sur les dessins. Voilà, j'en vois un là. Valentin, ta mère est aussi une femme. Et oui. Puis effectivement, je trouve que vraiment il a trouvé le pinceau là. Il y a vraiment un dessin qui correspond complètement à l'ouvrage. Donc on s'est vraiment très bien entendu. Jean-Luc de Antony, un excellent dessinateur, vraiment. Je suis très content d'avoir collaboré avec lui. On revient à la construction. On se construit en tuant le père et en tenant la mère à bonne distance? Oui, alors... je schématise évidemment. Les psychanalystes vont hurler si je caricature. Non, moi, je pense que oui, mais bien sûr, on peut en parler. Mais on a le droit, justement, à un moment donné de parler de ça. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est vrai, simplifient beaucoup. Hein. Il y a une écriture beaucoup plus accessible dès le départ. La psychanalyse est souvent vue comme quand même une science majeure, on va dire, hein, quelque chose. On rigole pas hein, avec la psychanalyse. Ben, pourquoi pas en rire un peu, pourquoi pas la brocarder, pourquoi pas en parler simplement. Et effectivement, oui, vous avez raison, on tue le père, il y a cette idée, on met à distance la mère, je trouve ça intéressant effectivement. Je pense que il faut forcément prendre ses distances avec le fusionnel, avec l'incestuel, avec le caprice maternel, pour, à un moment donné, être dans la civilisation, dans la culture, dans le langage. Oui, je pense que c'est une bonne, finalement, c'est un bon résumé. Absolument, tout à fait, Caroline, c'est vrai. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'imposer, de conquérir ce que vous décrivez comme le phallus, pas au sens anatomique du terme. Peut-être préciser ce que c'est que cette idée de... Oui, alors le phallus au sens anatomique du terme, disons que c'est l'image, hein, finalement, oui. C'est ça, hein, pourquoi la société est si machiste hein, dans le marbre. Je vous le demande. Mais oui, parce qu'il y a évidemment une analogie entre le phallus de la réalité et le phallus symbolique. Et je pense qu'à un moment donné, le phallus du père, c'est ce qui fait symbolique, c'est ce qui sépare la mère de l'enfant. Hein. Et c'est parce que l'enfant va vouloir être dans le symbolique, va vouloir être comme le père, hein, qu'il va pouvoir être un être de langage. Sinon, il reste complètement peau à peau avec la mère et finalement, dans le paradigme, on va dire, il y a cette idée qu'on pourrait pas parler, on pourrait pas être dans la culture, on pourrait pas être dans la transmission si on n'allait pas vers le père. Le père, évidemment, pas le père de la réalité, hein, le père symbolique, le père de la culture, le père de la transmission. Alors, dans une deuxième partie, vous décrivez les états un peu troubles, peut-être, d'une personnalité, alors de l'hystérie au pervers narcissique, en passant par le névrosé ou le dépressif. Alors, on ne sait pas si c'est grave, mais en tout cas, tout s'explique. Et surtout, c'est beaucoup moins genré que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que l'hystérie n'est pas forcément une femme, l'obsessionnel n'est pas forcément un homme. On peut être un peu tout ça à la fois. Et c'est pas absolument. Très grave. Et on est le plus souvent tout ça à la fois. Hein. On a des traits phobiques, on a des traits hystériques, on a des traits obsessionnels, mais il y a souvent une dominante. Hein. Et c'est vrai que ça dit beaucoup de notre histoire et de nos rapports, justement, aux parents et de notre toute petite enfance, effectivement. C'est là que ça s'est joué. Alors, celle qui est à la fois notre ça, notre moi, notre surmoi, c'est Marie-Jo Harry-Guillandi qui a d'autres questions pour vous. Marie-Jo. Je ne savais pas que j'étais tout ça, je suis ravie. N'est-ce pas?
Oui, alors c'est vrai que sur l'hystérique, oui, avec l'étymologie, c'est vrai que l'hystérique a priori était une femme, mais voilà, les hommes avec des traits hystériques, c'est quand même tout à fait existant. L'hystérie masculine, elle galope. Elle galope. Tout à fait, ouais. Il n'y a alors pas que les femmes. Votre livre, évidemment, il éclaire donc les analyses en herbe et les curieux, comme vous le dites, mais nous sommes quand même toujours perdus dans cette forêt de mots qui commencent par psy, entre psychiatre, psychothérapeute, psychologue, psychanalyste. Est-ce que déjà vous pouvez nous éclairer sur les deux termes qui vous caractérisent, c'est-à-dire psychologue clinicien et psychanalyste? Oui, alors moi je suis psychologue clinicien parce que j'ai un diplôme d'État, c'est-à-dire que j'ai fait 5 années d'études et j'ai un diplôme universitaire également, donc ça fait 6, qui me font psychologue clinicien et diplômé de psychotraumatologie. Donc ça c'est effectivement un diplôme d'État. Et puis je suis psychanalyste parce que j'ai fait moi-même une analyse personnelle et j'ai été supervisé dans une école psychanalytique qui justement m'a formé à ces outils-là. Alors vous dites dans votre livre, quand on se lance dans une analyse, les gens vous disent parfois, c'est pour combien de temps? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est indispensable, donc justement, de s'embarquer dans une très très longue histoire, ou est-ce que, mais je crois que vous l'avez légèrement, mais si vous pouviez le détailler plus, est-ce qu'il peut y avoir donc des consultations qui finalement, avec un psychologue ou même un psychanalyste, puisque vous l'avez vaguement évoqué, qui nous permettent de débloquer quelques verrous et qui ne nous enchaînent pas dans une espèce de liaison finalement, et le mot finalement pas si mal choisi, avec le psychanalyste pendant des années, des années? Oui, absolument. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent avec une question. Parfois, dans la vie, on a une question, on a envie de savoir si on va quitter son mec, on a envie de savoir si on veut changer de métier, si on veut faire des chouchous à Caracas, par exemple. Voilà. C'est une très belle reconversion. C'est ça. Donc là, effectivement, il faut peu de séances. C'est-à-dire qu'il y a cette question-là, et à partir du moment où on l'a résolue, eh bien, on n'a pas cette nécessité forcément d'aller plus loin. Et puis, parfois, il y a au début une question qui en amène une autre, et puis qui en amène une autre, et puis le transfert est tel, il y a une telle envie, un tel appétit de connaissance de soi, que finalement, la personne décide de s'engager dans l'analyse. Et ne s'arrête pas. Je pense qu'il y a comme ça cette envie qui naît à partir du moment où on commence quelque chose. Mais pas forcément. Parfois, on interrompt justement parce qu'à un moment donné, voilà, il n'y a pas cette envie d'aller plus loin. Oui, c'est pour ça que vous ne pouvez vraiment pas donner de date de fin, parce que finalement, c'est le patient qui choisit la fin de son analyse. Je dis souvent qu'il n'y a pas finalement de date de fin, mais il n'y a pas aussi de date de début. Parfois, on peut venir chez le psy et on ne peut absolument pas commencer une analyse, c'est-à-dire on peut faire semblant, on peut feindre. C'est très facile d'aller chez un psy finalement, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de payer. Parce que finalement, on peut aller chez un psy en trichant des années. Rien finalement révéler de soi, pas réussir à rentrer en analyse. Mais quel est l'intérêt dans ces cas-là? Parfois il y a ce sentiment parce qu'on va chez le psy qu'on va mieux. Et ça marche d'ailleurs, l'effet placebo d'ailleurs est réel, effectivement, ça peut, mais disons que ça colmate effectivement. Et puis il y a certaines personnes qui vont pas s'engager des années, mais qui vont être efficaces dans leur analyse, qui vont réussir à se mobiliser pour, à un moment donné, élucider une partie d'elle-même et aller mieux en profondeur. Et la psychanalyse, c'est donc une introspection qui est parfois douloureuse quand même. Vous disiez qu'il y a un rapport amoureux, mais parfois on pleure et parfois on déteste aussi son analyste pendant certaines séances, en tout cas. Finalement, est-ce que parfois on peut en sortir plus ébranlé que conforté? Et est-ce que du coup, c'est, vous le disiez, ouvert à tout le monde, mais est-ce que pour certaines personnes, c'est pas plutôt dangereux qu'autre chose? Est-ce que finalement, il faut vraiment se lancer? Alors, je pense que le psychanalyste ne doit reculer devant aucune psychopathologie. Et il ne faut pas se fermer, être réfractaire à quelques patients que ce soit. Tout le monde peut avoir une demande d'analyse. Maintenant, effectivement, il y a des chemins, il y a des vies plus escarpées que d'autres. Et il y a des vies qui, quand on les aborde avec les mots, nous font nous effondrer parce que c'est trop dur, parce qu'il y a effectivement des séquences de la vie qui sont trop dures à appréhender. Alors, je ne sais pas, finalement, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais je pense que, en tout cas, quand on souffre, quand on a vraiment une envie d'aller mieux, je pense que essayer de faire un travail d'analyse, c'est vraiment recommandable, oui. Et ma dernière petite question,
qui concerne l'argent. On l'a dit tout à l'heure, on paye une analyse et ce paiement est vraiment salvateur parce qu'il crée une distanciation. On n'est pas chez un ami, on n'est pas chez un amoureux, on n'est pas chez quelqu'un qu'on déteste. Pourtant, les prises en charge sont quasi nulles de psychologie, de psychanalyse. Et il nous semble qu'en ce moment où on parle de burn-out, on parle de difficultés dans la vie de tous les jours, les psychothérapies sont quand même quelque chose qui pourrait aider les gens. Pourquoi est-ce que c'est si mal pris en charge et est-ce que c'est pas ça aussi qui est déprimant finalement? Alors, moi je sais qu'il m'arrive de prendre 5 € la séance des patients qui ont la CMU. Ça me pose absolument aucun problème. Je peux les voir 3 fois par semaine. Je peux faire de véritables analyses en prenant 5 €. En revanche, quand quelqu'un gagne 20 000 €, il faut absolument qu'il me donne 150 pour que ce soit efficace. Qu'il y ait un impact. Voilà. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'il y a un impact et c'est que la personne ne puisse pas tricher. Je pense que quand on donne de l'argent, on s'ampute d'une part de jouissance. On le donne pas au restaurant, en vacances. On fait pas quelque chose. On vient en analyse justement en payant. Et c'est cette démarche-là. Après, je pense que les psychanalystes, effectivement, ont un devoir, une mission politique, c'est d'ouvrir. Alors, il y a des centres médico-psychologiques où il y a la gratuité, heureusement, mais malheureusement, c'est très difficile. Disons que c'est bondé, et c'est difficile, effectivement, d'y aller, parce qu'il y a trop de monde, et pas assez de soignants. Et donc, je pense que le psychanalyste en ville doit absolument faire cette démarche de se mettre à hauteur de patients et de proposer des thérapies qui peuvent permettre aux patients d'en faire, même quand ils n'ont pas d'argent. Alors, on va rester sur l'idée d'impact. Quel impact ont notre mode de vie, notre mode de consommation, les réseaux sociaux sur notre psyché? Est-ce qu'il y a un impact ? Oh que oui, il y a un impact, évidemment, oui, tout à fait. Je pense qu'on vit une époque particulière, une époque extrêmement narcissique. Disons que c'est une époque qui nous demande d'être narcissique. Si on n'est pas narcissique, on est à côté de la plaque. On est finalement un peu ringardisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le coup, quoi. La mode du selfie, le téléphone tout le temps, les applications, il y a quelque chose d'un mouvement addictif généralisé qui nous concerne tous, je crois, à quelques ascètes près, à quelques ermites près. Et s'il n'y a pas de retour, ça provoque ça accentue peut-être un état dépressif. C'est ce que vous dites dans votre manuel. Oui, alors en fait, oui, voilà, la dépression peut naître effectivement de l'isolement, mais la dépression aussi peut naître de l'addiction, de la saturation, de la sursollicitation. Des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément des gens qui vont bien, parce que finalement, les likes ont pris le pas sur leur amour de la vie, leur amour de leurs proches. C'est-à-dire, ils aiment les likes, ils aiment être likés. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi, c'est vrai que j'adore Facebook et j'écris beaucoup sur Facebook, mais j'essaye de me servir de l'outil. Je pense qu'il y a une différence entre se servir de l'outil, essayer de l'humaniser, essayer d'en faire quelque chose, et puis en être en quelque sorte l'esclave, c'est-à-dire ne rien produire, ne rien écrire, faire des photos de la pizza le soir, mais faire des photos, 10 photos par jour. Je pense qu'on peut être artiste de soi, on peut se sculpter soi-même sur les réseaux sociaux à partir du moment où il y a un travail, une créativité. Alors, et vous finissez votre livre avec un petit kit de survie et des petits conseils. Alors moi, mon préféré, vous me direz ce que ça veut dire, c'est être honnête avec sa malhonnêteté. Ah, ça vous parle. Ça me parle beaucoup. Moi aussi. Ça permet une espèce de paix intérieure, d'équilibre. Ouais. En fait. Et je pense, oui, être honnête avec sa malhonnêteté, c'est-à-dire on vit dans une époque où on nous demande finalement d'être le meilleur, le plus heureux. Le bonheur est une notion finalement, passe-partout. On entend parler de bonheur à tort et à travers. On a aussi le droit d'être un peu malhonnête, on a aussi le droit d'un peu se mentir à soi-même, on a aussi le droit finalement d'être moins heureux qu'on veut bien nous faire. Il y a plein de petits conseils comme ça. Et puis il y a un bréviaire, pour ne pas oublier d'en rire. Et là, vous jouez avec nos nerfs.
quand même. Parce que, alors, je le lis cette fois. Docteur, Alors, dites. finir son analyse, c'est arrêter de se prendre pour quelqu'un d'autre. Réponse, finir son analyse, c'est arrêter de se prendre pour soi-même. On n'a pas avancé, docteur. Ah, mais écoutez, alors méditer, arrêter de se prendre pour soi-même, c'est peut-être arrêter tout le temps, finalement, de vouloir se sentir entier, de vouloir... Il y a peut-être quelque chose dans l'analyse du surréalisme, de la folie assumée. Je pense que la vie est délirante à plus d'un titre, et si la psychanalyse peut nous amener à plus de folie, plus de fantaisie, plus d'humour, c'est déjà bien. Alors, on ne sait toujours pas quand est-ce que finit une analyse. En revanche, je peux vous dire que l'émission là est bientôt finie. Donc, il me reste, Joseph Agostini, à vous remercier. L'émission finira avant votre analyse, alors. J'espère. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle le titre de votre livre, Manuel d'un psy décomplexé, aux éditions En Volume. Illustration signée Jean-Luc de Antony. Marie-Josée, Harry, Glandine, merci beaucoup. Vous avez beaucoup de noms. Oui, je suis un petit peu ralent. Je vous dis à très bientôt. C'est complexe. Je vous dis à très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse, via Stella. Merci beaucoup.